Je suis Monsieur Vidal-Guillaume, je suis le directeur de Vaelia. Je suis accompagné de Romain Métayer, qui sera notre intervenant sur la notion de la cybersécurité, et notre Bonjour. collaboratrice Combe Carole, qui s'occupe de toute la partie marketing de Vaelia. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez En tout faire un cas, on petit t'entend très bien, Guillaume. voilà, ok. Voir avec ensuite Monsieur. Est-ce que sur le chat, vous pouvez répondre ou le faites lever la main pour voir si vous nous entendez? Ok, Monsieur Souchard, je vois que vous nous entendez. Parfait. Hop, tout le monde commence à arriver. Écoutez, je vais juste commencer un petit peu par parler de qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on est ensemble pour 30 minutes pour évoquer la question de la sensibilisation à la cybersécurité. On va évoquer les grandes tendances de la problématique du cyber, mais avant ça, je vais peut-être un peu parler de notre groupe. Donc, Vaelia fait partie du groupe NVL. Le groupe NVL, on est un spécialiste de la digitalisation de l'entreprise. Donc, on va du réseau en passant par les infrastructures, le code et autres, et la formation. Et on a toute une partie aujourd'hui qui se développe de services qui est liée à la notion de cybersécurité. Euh, qui est liée à la notion de cybersécurité. Hop là, excusez-moi. Et par rapport à ça, donc là, je vais être Monsieur Vidal qui a présenté, Romain qui est notre responsable technique du pôle Novancy Sécurité, et moi-même qui vous présenterai par la suite la partie sur notre solution. Pour parler directement de cybersécurité, c'est mieux de parler avec un spécialiste, quelqu'un qui tient cette partie projet chez nous et qui accompagne nos clients sur cette question. Donc Romain, je vais te laisser plutôt la main pour présenter un petit peu les grandes tendances, tout ce que tu as pu constater sur le marché et les retours clients de ce qui se passe vraiment sur le terrain sur cette question-là. Parfait. Alors, on y va. Alors, je sais pas si tu peux me donner la main, Guillaume. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Parfait. Donc, oui, bonjour à tous. L'objectif, en effet, c'est de faire une petite introduction sur la cybersécurité, euh, quelles sont les tendances actuelles. Donc, si on fait un petit tour d'horizon des menaces, principalement, il y en a quand même trois qui sont majeures depuis 2-3 ans. La principale, c'est le ransomware. Je pense que tout le monde en a entendu parler. La seconde, ce sont les attaques DDoS, donc qui consistent à faire du déni de service et à mettre à mal une infrastructure de manière à interrompre la production. Attends, parce que du coup, ça a avancé, Guillaume, je sais pas pourquoi. T'as dû cliquer, non? Ouais, Voilà, excuse-moi. je reviens. Et la troisième, c'est la fraude. Alors la fraude, dans sa globalité, hein, ça peut être tromper l'utilisateur, ça fait penser notamment à tout ce qui est extorsion de fonds et tromperie pour récupérer de l'argent. Notamment si je parle des attaques du type arnaque au président, je pense que ça vous parle. Donc la deuxième, c'est pas forcément les attaques DDoS, c'est pas forcément des solutions, on n'a pas forcément de réponses qui sont très explicites et très faciles à mettre en œuvre puisqu'il y en a pas de nombreuses qui existent. Souvent, vous passez par les opérateurs qui ont soit des solutions techniques qui filtrent les gros tuyaux de manière à éviter des attaques de type déni de service. En revanche, ce qui va vous concerner vous directement les entreprises, c'est vraiment la première et la troisième, donc les ransomware et éventuellement les fraudes. Là sur lequel vous avez vraiment une main et un rôle important à jouer. Et on verra justement par la suite que la fraude finalement est aussi intimement liée avec le ransomware. Ce sont des types de menaces qui se recouvrent par moment. On le verra justement à la fin. Donc en introduction justement par rapport aussi, on va y venir après, hein, à la sensibilisation des utilisateurs. Il faut savoir, c'était en 2008, et pour dire que c'est pas non plus de cette année, 63% des incidents de sécurité étaient liés à une action mal intentionnée ou potentiellement à une erreur d'un collaborateur. Donc l'utilisateur a un rôle aussi important à jouer dans la protection du système d'information de l'entreprise. Parmi les trois menaces que je voulais citer, on va faire justement un petit focus sur le ransomware, puisque c'est quand même celui qui est le plus d'actualité ces derniers temps. Alors, vous avez connu en termes de menaces, plutôt de virus, si on parle avec des termes plus génériques, leur évolution. On avait des chevaux de Troie, des Trojans qui existaient depuis de nombreuses années, et puis à partir de 2015, même 2016, est apparue
mutation un petit peu de ces logiciels malveillants à des fins un peu différentes justement. Autant les premiers étaient là pour récupérer, faire du vol d'informations sur les postes de travail, et puis ils se sont rendus compte que une fois on avait main mise et un pied dans l'infrastructure du client, on pouvait faire beaucoup plus de dégâts et typiquement demander des rançons et créer un business qui était relativement lucratif. Donc les attaques de ransomware, elles ont commencé vraiment à se démocratiser à partir de 2016. Vous avez connu WannaCry, NotPetya, etc. Là, j'ai un petit comparatif, si vous le voyez sur le tableau plutôt de l'année précédente avec l'année en cours, donc 2019 et 2020. On voit que finalement, c'est le cas depuis 2016-2017, les ransomware ont explosé en termes de nombre d'attaques. Mis à part donc le printemps de cette année, le nombre d'attaques a été à chaque fois plus fort que les mois des mois que l'année précédente. Et c'est dommage, on n'a pas encore les chiffres pour juillet et août, mais je pense que si vous avez suivi l'actualité, on sait d'ores et déjà que ces chiffres, la barre orange sera beaucoup plus grande que la barre bleue, avec ce qui s'est passé notamment cette année pendant l'été et avec justement le confinement qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc cette augmentation, elle est constante et on va en revenir, on va le détailler un petit peu pourquoi. En 2019, une autre indication, une autre donnée, c'est Palo Alto qui avait prédit une augmentation notable des ransomware sur Mac. Et finalement, pourquoi je mets cette phrase, c'est que c'est pas forcément Mac. Les attaquants ont diversifié finalement leur méthode d'attaque et s'attaquent justement à tout type de périphérique. Jusqu'alors, il y avait beaucoup, et c'était Windows qui était la cible majeure. Jusqu'en 2017, j'entendais beaucoup de gens dire c'est bon, j'ai un Mac, je suis protégé. Aujourd'hui, ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils peuvent plus dire la même chose, puisque les attaquants se sont intéressés à tout type de périphériques, pas forcément les Mac, mais aussi les smartphones, que ce soit Android ou iOS, de manière à justement s'introduire dans tout type de périphérique. Donc là, voilà, cette richesse euh, d'attaques et cette diversité va amener aussi une complexité aux entreprises à gérer justement les périphériques, et on y reviendra là aussi. Une petite donnée aussi comme ça pour vous donner un chiffre un peu brut. Le ransomware, c'est un business qui coûte environ aux entreprises 75 milliards de dollars par an. Donc, par ce chiffre-là, on entend le coût le coût évalué suite à la perte de production quand une entreprise subit une attaque de ransomware, et puis aussi les coûts engendrés pour recouvrir un incident et donc remettre une infrastructure d'aplomb. Et dans ces chiffres-là aussi sont inclus les rançons qui sont notamment payées par certaines entreprises. Donc voilà, maintenant qu'en fait, on a parlé un petit peu de la menace ces dernières années, il est important de comprendre aussi comment elle évolue, parce que vous l'avez vu finalement, depuis 2016 notamment, elle est en constante évolution, donc il y a une perpétuelle mutation. Juste aussi pour revenir sur certains chiffres et prendre un petit peu conscience de données qu'on peut vous partager là-dessus sur cette explosion. En 2019, donc il y avait Ruk qui est un ransomware fait par un groupe russe qui a été notamment le plus dévastateur de cette année-là, 2019. On a détecté plusieurs millions de dollars donc qui ont été transformés vers des portefeuilles Bitcoin, donc suite à justement des attaques de ransomware et des rançons finalement qui étaient payées. Le petit graphe vous l'illustre juste à côté, c'est qu'il y a eu aussi malheureusement donc une nette progression des rançons ou du paiement des rançons qui étaient demandés par les hackers, par les entreprises. Bien que justement la règle est toujours la même, ne pas payer de la rançon est très important. Mais finalement, le business il existe toujours parce qu'il existe toujours des entreprises qui payent et qui n'ont malheureusement parfois pas le choix ou qui sont dépourvues de moyens dans le stress et qui finissent par payer. Donc là, en effet, on voit qu'à partir de janvier 2019, il y a eu une nette augmentation du paiement et de transfert de Bitcoin vers des portefeuilles qui étaient notamment détenus par le groupe russe. En 2020, c'était un autre qui était en exergue. Alors, on pourrait en citer d'autres. Hein, il y en a eu plein, mais c'est juste aussi pour vous illustrer une fois de plus l'explosion et l'importance que ça prend en fait en termes de rançon. Une étude McAfee en début d'année 2020 avait révélé
que Netwalker avait permis de collecter 25 millions de dollars sur 5 mois. Juste, faut mettre en face ce chiffre avec la dernière attaque ou une des dernières attaques qui a été perpétrée sur le fournisseur d'électricité au Pakistan. Alors c'est l'équivalent de notre EDF au Pakistan. Cette fois, la rançon était juste une seule rançon, hein, de l'ordre de 7,7 millions de dollars. Donc, s'ils font ce type de demande, c'est que déjà, il y a des entreprises qui payent. Et puis de deux, en fait, c'est qu'il y a une adaptation aussi, une connaissance et une étude à chaque fois de chaque victime pour pouvoir demander une rançon qui est cohérente et qui est potentiellement donc acceptable par les entreprises. Donc on va justement un petit peu parler de cette adaptation, c'est que les groupes, il en existe d'ailleurs en fait des nombreux, mais ils sont de plus en plus structurés. Auparavant, le ransomware, c'était des pirates un petit peu dans leur coin du monde euh, qui avaient identifié cette possibilité du business lucratif et qui se faisaient de l'argent de cette manière-là. Et puis maintenant, en fait, par rapport à cette démocratisation et cette facilité finalement de requérir de l'argent, de collecter de l'argent de cette façon-là, mais en fait, ils se sont professionnalisés. Et donc, il y a eu des groupes qui se sont constitués, alors qu'ils sont un peu diversifiés. Déjà, ça se fait soit euh, par conviction, certains groupes en fait adressent beaucoup plus certains secteurs d'activité que d'autres, ou tout simplement par facilité vers par exemple des PME qui elles ont peu de moyens. Donc ce qu'on entend par professionnalisation, c'est finalement en fait donc outre le fait qu'il y ait des groupes qui se constitués, il y a vraiment eu un marché qui s'est créé sur le darknet, un peu comme on le connaît sur le marché économique mondial de la cybersécurité, je dirais légale. Il y a une vente de ransomware as a service, donc pour pouvoir justement disposer d'un ransomware et de pouvoir créer une attaque de où l'on veut, et surtout donc ça veut dire que n'importe qui est capable d'opérer ce genre d'attaque. Et puis c'est de la revente de données, donc un peu comme dans le monde que l'on connaît nous, où en fait des informations sont revendues par des partenariats, c'est du marketing, etc. Et ben les attaquants aussi ont créé leur propre réseau et les pirates communiquent entre eux pour se revendre des données quand ils ont exploité une brèche potentiellement dans des entreprises. Donc tout ça, voilà, ça se retrouve dans des bases de données qui sont sur le darknet et qui sont utilisables malheureusement par les pirates. Quand je parlais d'adaptation justement aussi des attaques, c'est alors intelligemment finalement, et ce graphe, je trouve, c'est pour ça que je l'ai mis, l'illustre très bien, c'est que les pirates vont attaquer de manière différente en fonction de leur cible. Euh, Si on regarde la gauche du graphe qui représente en fait les toutes petites entreprises et les PME, celles qui ont malheureusement le moins de moyens pour se prémunir des attaques, soit par le manque de compétences ou par manque de moyens financiers, ont le plus souvent donc des logiciels qui ne sont pas à jour et donc des vulnérabilités qui sont exploitables. Typiquement, celle de l'année dernière jusqu'à cette année qui a été très connue sur le net, c'est une faille RDP. Elle n'a pas été patchée par de nombreuses PME et donc on se rend compte qu'elle a été exploitée de nombreuses fois par les attaquants. Et alors, à l'inverse, quand les attaquants ciblent des plus grosses entreprises qui ont plus des moyens, qui ont des équipes sécurité, qui mettent à jour justement leurs différents systèmes, et bien là, le levier ou le moyen utilisé par les pirates ne va pas forcément être l'exploitation de vulnérabilité, mais plus le phishing pour euh, tenter de compromettre un utilisateur, pas de compromettre, pardon, mais de le tromper et de compromettre ensuite le système d'information ou son périphérique. Et puis, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de, de, de débattre là-dessus. Tout le monde le sait et c'est inévitable. Le confinement suite à la crise sanitaire a nécessité donc du télétravail, la mise en place de télétravail et donc une démocratisation des outils, ce qui donc engendre des services à publier par les systèmes d'information ou par les DSI sur Internet. Donc malheureusement, ce qui augmente la surface d'exposition. On sait très bien que l'objectif d'un RSSI ou des équipes sécurité dans une entreprise, c'est pour être le moins vulnérable possible, c'est
de réduire justement cette surface d'exposition sur Internet. Les conditions ont fait que c'était difficile par la publication de services qui sont pourtant hébergés on-premise, mais l'ouverture de ports SSL, de services web sur Internet, et encore pire avec la cloudification finalement des outils, des services managés qui se trouvent sur Internet directement. Alors ça facilite la mobilité, mais à l'inverse, ça complexifie la tâche des administrateurs et des équipes sécurité pour réduire finalement cette surface d'exposition, puisqu'il y a différents on est atteignable à différents endroits et depuis différents endroits, justement avec une multitude de périphériques, que ce soit des postes de l'entreprise qui sortent ou même justement la notion du BIOD dans le cas où les entreprises n'avaient pas le moyen de fournir du matériel à leurs collaborateurs. Si vous avez des questions sur les remarques et les points que Romain évoque, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser, on les traitera en fin de conférence. Donc voilà, une fois qu'on a vu cette menace et son évolution, donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment s'en prémunir. Un attaquant, qu'est-ce qu'il fait en fait chez Lance? C'est que pour compromettre votre système d'information ou s'introduire dans un réseau d'une entreprise, il a pour but de connaître votre réseau, de faire une découverte et surtout du coup de savoir comment vous défendez pour ne pas se faire voir. En fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. À l'inverse, en tant qu'entreprise ou en tant que défenseur d'un réseau, il est important de connaître les systèmes ou les moyens utilisés par les attaquants pour pouvoir mieux s'en défendre. Euh, Par rapport à ce que je viens de présenter juste avant, j'ai cité un certain nombre de leviers justement qu'utilisent les hackers pour pouvoir compromettre votre système d'information. En l'occurrence, ici, il y en a 3, et notamment justement les moyens qu'ils utilisent pour s'introduire, les risques qui sont engendrés pour vous, en fait, qui sont à connaître, et finalement, quelle est la contre-mesure à adopter, et donc comment se protéger de ces menaces-là, ou de ce risque, pardon. Donc, si on prend le premier, c'est le vol d'identifiants. Les utilisateurs disposent de bases de données, comme je le disais tout à l'heure, qui sont sur le dark web. Donc, c'est vraiment des données qui sont disponibles presque pour tout le monde. Il suffit juste de se connecter comme sur le darknet avec Tor, par exemple. Ou après, justement par l'introduction d'un malware, d'un trojan sur le réseau qui sur un poste de travail, qui permet notamment d'exfiltrer des informations, des identifiants, par exemple via un keylogger. Donc, comment déjà se prémunir de ça pour éviter une intrusion sur le réseau ou sur un poste de travail de l'entreprise? Première chose qui s'est notamment bien démocratisée pour répondre à ce problème-là pendant le confinement, c'est la mise en place ou le renforcement des accès et donc de l'authentification sur les services externes, à savoir de l'authentification multifacteur pour contrecarrer ou pour éviter qu'un vol d'identifiant, enfin que l'identifiant soit volé et soit utilisé pour se connecter sur un service qui est accessible de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Un deuxième avantage aussi de ces solutions-là, c'est que ça n'empêchera pas un vol d'identifiant. Par contre, ça empêchera la première chose l'accès, mais ça vous permettra aussi d'être alerté en cas d'utilisation d'identifiants volés. Donc ça, c'est une des réponses importantes qui ont été à mettre en place cette année. Le deuxième levier qui était utilisé par les hackers, on l'a vu par exemple avec la faille sur le RDP, c'était l'utilisation de vulnérabilités. Alors j'ai cité RDP, mais bien sûr il y en a d'autres. Les hackers disposent de beaucoup de compétences et d'outils aussi à leur disposition pour justement scanner et ensuite industrialiser, je dirais aussi, l'exploitation de vulnérabilités sur Internet. Donc pour éviter une fois de plus cette intrusion sur le réseau, ou une fois introduit aussi l'élévation de privilèges par rapport à d'autres failles qui sont potentiellement aussi Microsoft sur les domaines Active Directory, il est important d'utiliser plusieurs contre-mesures. Là, cette fois, c'est déjà une politique de mise à jour qui est importante, qu'il faut faire régulièrement pour patcher justement l'ensemble des systèmes, qu'ils soient applicatifs, logiciels ou systèmes d'exploitation. Un outil complémentaire qui est un scanner de vulnérabilité permet aussi d'être conscient finalement des vulnérabilités que l'on a et des failles qui peuvent être exploitées par les pirates.
Et puis dans un troisième temps aussi, d'autres outils du type EDR, donc qui sont plus sur les postes de travail ou les serveurs, qui font de l'analyse en temps réel et peuvent détecter, et dans le meilleur des cas même bloquer, donc empêcher l'exploitation d'une vulnérabilité. Donc l'EDR sur les postes de travail ou les périphériques, ou l'APT, notamment sur les sondes ou équipements réseau, qui permettent de bloquer une session ou un comportement malveillant. Donc voilà un petit peu pour les premières mesures, on va dire, technologiques. Et puis, vous l'aurez bien compris, finalement, en fait, on a beau mettre en place un certain nombre de barrières technologiques, les moyens techniques sont pas suffisants. Il est inévitable aussi donc de sensibiliser l'utilisateur, puisque c'est un peu le premier et le dernier maillon de la chaîne en même temps, et d'où l'importance. Je pense que ces dernières années, enfin ces derniers mois notamment, les RSSI, bon, eux étaient déjà au fait, mais les dirigeants d'entreprise en ont pris un peu plus conscience, avec justement cette démocratisation de malheureusement des attaques, et puis cette visibilité qui est faite aussi à travers la presse notamment. Donc comment finalement éviter que l'utilisateur soit trompé par un pirate, par des mécanismes qui peuvent être soit des appels, donc j'en ai parlé, l'attaque comme l'arnaque au président, ou le phishing, de manière à ce que l'utilisateur clique sur un lien et aille renseigner potentiellement ses identifiants sur une fausse page Office 365 par exemple. D'autres exemples, c'est vraiment un phishing qui clairement contient une pièce malveillante et donc installe un malware sur le réseau. Toutes ces choses-là sont des risques, et donc pour essayer de s'en prémunir, on a plusieurs manières, et une fois de plus, plusieurs solutions. L'anti-spam qui est vraiment une solution technologique pour euh, contrer et filtrer un maximum ce type de communication, notamment donc le mail. La mise en place de process pour éviter justement l'attaque au président, et donc là c'est vraiment plutôt organisationnel, de manière à appeler par exemple à initier un appel sortant vers le prestataire ou le partenaire afin de confirmer par exemple le changement de RIB qui a été fait par mail suite à une demande, et s'assurer de l'identité de la demande et de sa véracité. Et puis enfin, tout ça, pour corroler un petit peu tout ça et terminer, la sensibilisation utilisateur par des campagnes sur quel que soit le support, quelle que soit aussi la méthode. Ça peut être par mail, ça peut être des affichages dans les bureaux, mais il est important en fait de sensibiliser l'utilisateur pour éviter, finalement, comme je disais tout à l'heure, le dernier maillon de la chaîne. Les barrières technologiques n'éviteront pas ne permettront pas une sécurité 100% ou le risque zéro, ce ne sera pas possible. Donc voilà, il est très important de faire un focus aussi sur cette chose-là. Et pour détailler un petit peu ce point-là, je vais laisser la main à Guillaume Merci qui va vous beaucoup, en parler un Romain. petit peu plus. Ouais, tout à fait. Comme vous avez pu le voir dans la présentation de Romain, on constate qu'aujourd'hui, le maillon le plus faible de cette chaîne, au-delà de la techno, elle est liée aux hommes et aux femmes qui interviennent dans vos structures. Et donc pour ça, nous aujourd'hui, avec dans le groupe NVL, Vaelia a mis en place une solution qu'on appelle un pack de sensibilisation sur la cybersécurité. L'idée de ce pack, il est fait en trois grandes étapes. Il y a un test d'évaluation qui vous permet de cartographier l'ensemble des connaissances de vos collaborateurs sur la question de la cybersécurité. Faire une action d'auto-formation de vos collaborateurs pour rectifier, le cas échéant, les manques sur les différents domaines que vous avez identifiés. Et refaire un test digital pour évaluer le niveau final, ce qui vous permet d'évaluer le niveau d'entrée et le niveau de sortie de vos collaborateurs. Et ce qui vous permet surtout d'identifier les collaborateurs qui potentiellement sont sur des situations ou des postes qui sont très sensibles et qui n'ont pas un niveau que vous considérez acceptable pour leur poste. Typiquement, des gens qui sont à la compta ou au règlement des factures des fournisseurs, s'ils ont un niveau de sensibilisation à la cybersécurité très faible, ce sont typiquement des cibles faciles pour les attaques liées à la cybersécurité. Ce sont des gens qui sont peu sensibilisés. Donc l'idée de notre pack, c'est de vraiment travailler sur cet élément avec un test de l'auto-formation et un test final. Comment ça marche? On fait ça en plusieurs étapes. On invite vos collaborateurs à répondre à un premier test de 35 questions. Ce premier test de 35 questions définit 12 domaines de connaissances et il est tiré d'une poule de 150 questions. On obtient un pourcentage de réussite qui nous permet d'identifier un petit peu les collaborateurs qui ont besoin vraiment d'être accompagnés et d'être formés. Et donc par rapport à ça, ils ont accès ensuite à un parcours de formation, sous forme de tutorat qui est ouvert pendant 30 jours pour pouvoir les sensibiliser.
Et à la fin du parcours, on refait une action de test pour évaluer leur montée en compétences. Les modules qu'on va présenter pour la connaissance, je vous parlais des grands thèmes. On est sur la cybermalveillance, l'utilisation des mobiles, le rançon logiciel. Donc vraiment, l'objectif chaque fois, c'est d'avoir un petit tuto qui présente un point clé pour sensibiliser le collaborateur à ce point clé. On est vraiment sur du pratico-pratique. On sort des grandes théories et on va vraiment sur des choses qui vont être utiles sur le poste de travail de vos collaborateurs. D'autres thèmes qui sont utilisés, c'est la sécurité utilisateur. Donc là, on a vraiment un package complet qui vous permet d'avoir une cartographie, une montée en compétences et une évaluation globale. Ça, c'est le premier point pour vos collaborateurs et pour vous-même. Mais surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous, en tant que manager, vous avez un accès total, c'est pour ça que je parle de cartographie, des connaissances de vos collaborateurs sur la connaissance de la cybersécurité. Et vous pouvez identifier les gens qui sont porteurs d'un message positif pour l'entreprise, donc qui ont un niveau avancé, et ceux qui le sont un peu moins pour pouvoir ensuite faire vous-même des actions plus précises vers ces gens-là, au-delà de cette action de cybersécurité. Ce que je vous propose, c'est plutôt de vous montrer directement à quoi ressemble la plateforme. Alors, je vais faire une petite manipulation. Hop là. Est-ce que tout le monde voit mon nouvel écran? On voit ton écran, Guillaume. Vous voyez mon écran. Dans le chat, est-ce que vous voyez mon écran? Si vous pouvez lever la main. Monsieur Blanchard. Ok, super. Euh, Parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vos collaborateurs reçoivent un mail qui explique qu'ils vont passer un test de cybersécurité. On verra la partie administrateur une prochaine fois, mais vous gérez ça et votre collaborateur a accès à ce test-là. Donc, il est constitué de plusieurs éléments. Donc, on a sécurité informatique, on a donc un test, hop, qu'on lance. Voilà. On vous rappelle qu'on est sous un test qui est lié à la question de la cybersécurité, c'est un test numérique. On vous rappelle comment fonctionne ce test. On a 3 types de questions. Réponse, une seule réponse possible, plusieurs choix possibles, click and drop. Donc on clique et on pose un élément. Hop là. Donc on va commencer avec la première question. L'environnement de la cybersécurité comprend le cyberspace. Alors, il est très facile d'identifier l'auteur d'une cyberattaque. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça dans le chat? On a la réponse oui, vrai ou faux. On a un timing et on vous précise que c'est une seule réponse possible. Hop, est-ce que Monsieur Souchard, par exemple, pour vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous voyez, le timing passe au fur et à mesure. Alors, on a une première réponse. Hop, on me répond faux. Alors, on répond faux. Hop, on a validé la question. On passe à la suivante. Hop là. Les points névralgiques de la nation peuvent être la cible de cyberattaques. Bon, typiquement, comme vous pouvez le voir, on part de l'entreprise en allant vers le commun vers l'entreprise. Hop, ben, on veut dire oui, parce qu'on sait bien que tout le monde peut être attaqué. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens ont accès aux informations présentes sur Internet. Là, typiquement, ça fait appel à plusieurs éléments. On va faire appel à la culture générale et aussi au fait qu'il faut connaître qu'il y a plusieurs web, pareil, la culture que vous avez en ligne, et vous savoir que les gens peuvent avoir des espaces limités d'accès. Voilà. Donc là, c'était la thématique qui a été faite et on passe chaque fois là-dessus. Je ne vais pas faire toutes les questions, mais comme vous voyez le principe, on part des questions les plus simples pour aller sur les questions les plus complexes. Hop. Et une fois que vous avez fait ce test, vous avez accès à un parcours scénarisé de tutos pour comprendre des questions. Par exemple, si on fait comment se défendre en profondeur, hop, on a une thématique qui va être là-dessus, activée. Excusez-moi, je ne la vois pas parce que j'ai mon petit navigateur. Hop. Et j'ai l'effet Bonaldi. Alors, donc vous avez chaque fois une thématique ici qui donne accès à une vidéo et un petit tuto. Donc là, j'ai l'effet Bonaldi, donc je ne peux pas vous montrer comment ça marche. Hop, voilà, je relance le Schemlik.
Voilà. Voilà. Alors, par exemple, ici, environnement et sécurité de l'utilisateur, et on arrive directement sur qu'est-ce que c'est le cloud connecté, par exemple. Donc, chaque fois, vous avez un petit tuto qui explique une thématique sous forme de vidéo et qui explique les différents éléments. Voilà. Ce qui est intéressant pour vous, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'ensuite, derrière, vous récupérez sur le portail Manager une cartographie des connaissances et des compétences de vos collaborateurs. Ce qu'on appelle, nous, le résultat. Hop là, que vous pouvez voir ici. Voilà, par exemple, vous voyez que j'ai fait un score de 3 sur 4 et on peut voir directement le résultat de la personne. Là, on n'a fait que 4 questions. Mais voilà, j'ai fait 4 questions, j'ai répondu bon, on peut revoir la question, hop, et on a une explication chaque fois. Ça vous permet donc d'avoir une réponse pour chacun des collaborateurs, accompagner chacun des collaborateurs individuellement sur leurs réponses et surtout avoir une vision globale de vos équipes. Là, typiquement, sur ce test-là, on se rend compte que le niveau est insuffisant. On a la cartographie globale. Si on vous montre un autre type de... Hop là, voilà. Vous pouvez exporter le résultat et ici, si on avait plus de réponses, on verrait les compétences spécifiques des collaborateurs qui ont été identifiés. Voilà très rapidement comment est construit notre logiciel et notre solution de sensibilisation à la cybersécurité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cette application? Alors, je vois une première question. Tout à fait. En fait, donc Monsieur Souchard me pose la question si, euh, on peut mettre de nouveaux contenus de questions et on peut adapter ces questions par rapport à l'environnement votre environnement spécifique. Tout à fait. Nous, on vous propose une base de 150 questions avec les réponses et l'approche pédagogique et les connaissances qu'on a identifiées qui étaient nécessaires, mais on peut tout à fait intégrer vos demandes spécifiques. Imaginons, vous avez un SSO qui est mis en place chez vous, il y a certains protocoles particuliers à mettre en place, ou vous avez besoin d'une double authentification avec un téléphone portable, mais tout ce process que vous avez formalisé, on peut l'introduire sous forme de questions dans votre questionnaire spécifique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on co-construit ensemble. Il y a une solution sur étagère, mais on complète ça. Et bien sûr, c'est des choses qu'on met à jour au fur et à mesure. Alors, Monsieur Souchard, je vais vous ouvrir le micro si vous avez des questions complémentaires. Alors, et ça ne veut pas marcher. Ah, est-ce qu'il y a des questions complémentaires par rapport à la plateforme? Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main pour que je vous ouvre le micro. Monsieur Blanchard, des questions peut-être? Alors, Monsieur Bigos, Bigois, votre micro est ouvert, donc si vous avez des questions. Alors, le coût par utilisateur. En fait, aujourd'hui, on est sur un parcours global, donc le questionnaire qui vous permet de faire la première cartographie, le parcours de sensibilisation et le questionnaire final qui vous permet d'avoir cette photo globale, on est sur un prix d'appel de 50 € par utilisateur.
Alors, élément qu'on n'a pas vu là, mais vous pouvez gérer ça sous forme de campagne, avoir un outil de relance des collaborateurs si ils n'ont pas fait leur parcours. Vous voyez qui a fait quoi et vous voyez aussi, comme j'ai pu l'évoquer, la durée que le test a pris, le niveau de chacun des collaborateurs et vous pouvez même renvoyer les questionnaires au collaborateur s'il n'a pas eu le temps de le finir, s'il a commencé. Voilà, vous avez vraiment toute une partie de gestion sur cette plateforme. Oui, pour les, je vous précise que le budget est hors taxe, bien sûr. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est Jean-Marc Blanchard. Bonjour. Vous allez... monsieur Blanchard, Bonjour bonjour. Romain. Bonjour Jean-Marc. Euh, ouais, moi j'ai une question. Alors je suis content d'avoir participé à ce webinaire parce que alors nous on est un petit peu entre guillemets particulier puisque j'appartiens au groupe Nidec et que c'est déjà